Bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du roman d'Agatha Christie, Le secret de Chimneys. Sans plus tarder, on va commencer cette formidable aventure. Chapitre 11. Le surintendant Battle arrive. C'est en vain que Lord Caterham espérait échapper aux griffes de George Lomax. Lorsqu'il revint vers midi, d'une longue promenade, tâchant de passer inaperçu et de se réfugier dans sa chambre, il fut, pour ainsi dire, traîné de force par le grand diplomate dans la salle du conseil, où se trouvait maintenant le colonel Melrose, chef comptable et un inconnu de taille moyenne avec un visage si singulièrement neutre et dénué d'expression qu'il en devenait remarquable. Le surintendant Battle est arrivé il y a une demi-heure, expliqua Lomax. Il a tout examiné en compagnie de l'inspecteur Badgeworthy et du docteur Cartwright. Maintenant, il désire nous questionner. Ils s'assirent tous et George Lomax déclara. Inutile de vous dire, Battle, que c'est un cas particulier qui exige de notre part une discrétion absolue. Le surintendant fit un signe affirmatif sous lequel, malgré sa courtoisie neutre et sèche, Lord Caterham sentit une ironie voilée qui lui rendit immédiatement plus sympathique l'as de Scotland Yard. « All right, monsieur Lomax, pourvu que vous ne cachiez rien à la police. » La victime, m'a-t-on dit, était connue du personnel sous le nom de Comte Stanislas. Est-ce son vrai nom? Non. Et son vrai nom était Prince Michel de Herzoslovaquie. Battle ne manifesta aucun étonnement. Et quel était le but de sa visite à Chimneys? Une partie de chasse, rien d'autre? Si, Battle, il y avait quelque chose. Mais il faut que vous me juriez le secret. Oui, monsieur Lomax, c'est entendu. Sachez donc que le prince Michel se trouvait ici, dans le but d'y rencontrer monsieur Hermann Isaacstein. Il s'agissait d'un emprunt à accorder à certaines conditions. Lesquelles? C'est justement ce qu'il s'agissait de définir. Mais le prince Michel s'engageait, au cas où il monterait sur le trône, à octroyer certaines concessions pétrolières aux compagnies représentées par monsieur Isaacstein. Le gouvernement anglais se déclarait prêt à seconder le prince Michel, étant donné ses sympathies anglophiles. « Je comprends, » dit le surintendant Battle. Le prince Michel voulait de l'argent. M. Isaacstein voulait les pétroles, et le gouvernement anglais était prêt à bénir cette sainte alliance. Rien qu'une question. Quelqu'un d'autre était-il à l'affût de ces concessions? Un groupe de financiers américains avait fait des propositions à son Altesse. Mais sans succès. Les sympathies du prince Michel, répéta George Lomax, étaient pro-britanniques. Le surintendant Battle n'insista pas. Lord Caterham, veuillez me dire si j'ai une notion exacte de ce qui s'est passé hier. Vous êtes allé quérir le prince Charles à Londres et êtes arrivé à Chimneys avec lui et son valet, un Herzoslovaque nommé Boris Anchoukov. Son adjudant, le capitaine Odrassi, est resté en ville. Le prince, en arrivant, avait déclaré qu'il était très fatigué et s'est retiré dans son appartement. On lui a servi le dîner. Il n'a vu aucun des autres invités, c'est exact, tout à fait exact. Ce matin, à peu près à 8h moins le quart, une servante a découvert le corps. Le docteur Cartwright a examiné le cadavre et constaté que la mort avait été causée par une balle de revolver. L'arme n'a pas été retrouvée et personne dans la maison n'a entendu de détonation. Mais la montre bracelet du mort, dont le verre s'est brisé lors de sa chute et qui est par conséquent arrêté, marque minuit moins le quart. Nous savons donc l'heure du crime. Mais à quelle heure vous êtes-vous couché vous-même? Très tôt précisément. L'atmosphère n'y était pas. Il n'y avait aucun entrain. Bref, nous nous sommes tous quittés vers 10h30. Pourriez-vous, Lord Caterham, me décrire tous ceux qui se trouvent ici? Mais je croyais qu'il était clair que l'assassin était venu du dehors. Le surintendant sourit. Sans doute, sans doute. Néanmoins, j'aimerais savoir qui se trouve dans la maison, habitude professionnelle. Eh bien, il y avait le prince Michel et son valet, M. Hermann Isaacstein, M. Eversley, qui travaille sous mes ordres aux affaires étrangères, remarqua M. Lomax avec condescendance, et qui savait la raison du séjour du prince Michel à Chimneys. Il s'en doutait peut-être vaguement, mais je n'ai pas jugé utile de le mettre entièrement dans le secret, répliqua majestueusement Lomax.
Ensuite, Lord Caterham, il y a, attendez, Monsieur Hiram Fish. Qui est-ce? Un Américain qui a été recommandé par Monsieur Lucius Gott, dont vous avez peut-être entendu parler. Le surintendant sourit. Qui n'avait pas entendu parler du multimillionnaire Gott? Il avait grand envie de voir ma collection d'autographes. Celle de Monsieur Gott est insurpassable. Mais j'ai moi-même quelques trésors, et Monsieur Fish a brûlé d'envie de les admirer. Comme Monsieur Lomax m'a proposé d'inviter à ce week-end plusieurs personnes n'ayant aucun rapport avec la politique, pour déjouer les soupçons, j'ai profité de l'occasion pour faire venir Monsieur Fish. Voilà pour les hommes. Quant aux dames, il n'y en a qu'une seule, Madame Revel, qui a amené, je crois, sa femme de chambre. À part les invités, il y a ma fille aînée, les deux petites, leur gouvernante et tout le personnel. Lord Caterham s'arrêta pour reprendre son souffle. « Je vous remercie, dit le détective. Ces renseignements sont malgré tout nécessaires. »« Il est hors de doute, n'est-ce pas, dit George, que l'assassin est entré par la fenêtre. » Battle réfléchit quelques instants, puis répondit lentement. Il y avait des traces de pas conduisant à la fenêtre et d'autres s'en éloignant. On a vu une voiture stoppée sur la route, devant le parc, hier à 11h40. À minuit, un jeune homme en voiture est arrivé à l'auberge des joueurs de cricket et a pris une chambre. Il a mis ses souliers dehors pour les faire cirer. Ils étaient trempés et couverts de boue, comme s'il avait passé par les sentiers détrempés du parc. Georges se pencha avidement en avant. Ne peut-on pas comparer les souliers aux traces de pas? C'est déjà fait. Et alors? Ce sont les mêmes. L'assassin est trouvé, s'écria Georges. Ce jeune homme, à propos, comment s'appelle-t-il? Anthony Cade. Cet Anthony Cade doit être immédiatement poursuivi et arrêté. Inutile de le poursuivre, dit le surintendant. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Comment? C'est curieux, n'est-ce pas? Voilà un jeune homme qui, selon toute logique, devrait s'enfuir. Au lieu de cela, il reste dans le voisinage et nous laisse tout le loisir de comparer ses souliers aux traces de pas. Qu'en pensez-vous? Demanda le chef comptable. Je ne sais qu'en penser, et c'est bien ce qui me tracasse. Croyez-vous? Commença le colonel Melrose. Mais il s'interrompit, car on venait de frapper discrètement à la porte. Treadwell, le laquais grand style, se tenait sur le seuil. Milord, dit-il en s'adressant à son maître, un gentleman désire vous voir au sujet d'une affaire importante qui se rattache, si j'ai bien compris, à la catastrophe de ce matin. Quel est son nom? Demanda Battle. Son nom, sir, c'est M. Anthony Cade, mais il a dit que cela ne dirait rien à personne. Cela, au contraire, semblait dire quelque chose à tous les assistants, qui se regardèrent avec étonnement. Tiens, fit Lord Caterham, cette affaire commence à m'amuser. Faites-le entrer, Treadwell. Faites-le entrer sans retard. Chapitre 12. Anthony dit son mot. Monsieur Anthony Cade, annonça Treadwell. L'étranger suspect de l'auberge du village, ajouta Anthony. Avec une sorte d'instinct rare chez les étrangers, il s'avança vers Lord Caterham. Un bref regard lui suffit pour classer dans son esprit les trois autres assistants. 1. Scotland Yard. 2. Police locale. 3. Gentleman harassé, menacé d'une attaque d'apoplexie, peut-être fonctionnaire du gouvernement. Je vous dois des excuses, poursuivit Anthony, s'adressant toujours à Lord Caterham, pour m'être introduit chez vous avec un tel sans-gêne. Mais on m'a dit, aux joueurs de golf, ou je ne sais quoi, qu'il s'était commis chez vous un assassinat, et je crois que je pourrais aider à éclaircir l'affaire. Pendant quelques instants, personne ne parla. Le surintendant Battle, parce qu'il était un homme expérimenté, qui préférait laisser parler les autres, le colonel Melrose, parce qu'il était taciturne de nature, George Lomax, parce qu'il était accoutumé à se faire présenter, un rapport sur la question avant de prononcer un discours, et Lord Caterham, parce qu'il ne savait que dire. Finalement, comme les autres gardaient le silence, et que c'était à lui que s'adressaient les paroles de l'étranger, le maître de la maison fut obligé de répondre. « Oui, en effet, dit-il, veuillez vous asseoir. »« Je vous remercie, répondit Anthony en s'asseyant. George Lomax toussa. Vous dites que vous pouvez éclaircir l'affaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire, expliqua Anthony, qu'hier vers minuit moins le quart, je me suis permis d'entrer sans autorisation dans la propriété de Lord Caterham, qui, je l'espère, voudra bien me pardonner, et que j'ai entendu la détonation. Je puis en tout cas vous dire l'heure exacte du crime. Il promena un regard circulaire sur les assistants et s'arrêta plus longuement sur Battle, dont la physionomie impassible semblait lui plaire. Mais je crois, ajouta-t-il doucement, que je ne vous apprends rien là-dessus. C'est-à-dire, monsieur Cade, demanda Battle à son tour. C'est-à-dire, expliqua de nouveau Anthony,
que ce matin il s'est passé ceci. J'avais mis mes souliers devant la porte pour les faire cirer, mais quand j'ai voulu les reprendre, ils y étaient plus. Un jeune comptable les avait emportés. Alors, comme 2 et 2 font 4, je me suis dépêché pour venir ici me justifier si possible. C'est agir fort raisonnablement, dit l'inspecteur Battle. Anthony sourit. J'apprécie la réserve de votre réponse, monsieur. C'est bien un inspecteur, n'est-ce pas? Lord Caterham, qui commençait à éprouver de la sympathie pour ce jeune homme, intervint. Surintendant Battle de Scotland Yard, colonel Melrose, notre chef comptable, monsieur Lomax. Anthony regarda attentivement George. Monsieur George Lomax? Oui. J'ai eu l'honneur, monsieur Lomax, dit Anthony, de recevoir hier une lettre de vous. George le regarda froidement, souhaitant secrètement que sa secrétaire Miss Oscar, qui rédigeait toutes ces lettres et qui savait de quoi elles traitaient et à qui elles étaient adressées, lui rappela ce qu'il avait de commun avec cet individu. Un grand homme comme George ne pouvait se rappeler tous ces détails. Je crois, monsieur Cade, dit-il en détournant la conversation, que vous étiez sur le point de nous expliquer ce que vous faisiez hier à minuit moins le quart dans le parc de Lord Caterham. Oui, monsieur Cade. Dites-nous ce que vous y faisiez, demanda Lord Caterham lui-même avec un vif intérêt. Je crains, dit Anthony, que ce soit une histoire un peu longue. Vous permettez? Il tira son étui à cigarette et en alluma une, en se préparant à une longue épreuve. Il se rendait parfaitement compte du danger qui le menaçait. Dans l'espace de 24 heures, il s'était trouvé mêlé à 2 crimes différents. Après avoir disposé d'un cadavre et induit ainsi en erreur la justice, il était arrivé sur le lieu du 2e crime, exactement où l'instant où le commettait. Pour ce jeune homme aimant les bagarres, il était vraiment bien tombé. L'Amérique du Sud, se dit-il, n'est rien comparé à notre bonne vieille Angleterre. Il était décidé à dire toute la vérité avec seulement une petite modification et une énorme omission. L'histoire commence, dit Anthony, il y a 3 semaines, à Bulawayo, avant-poste de l'Empire. Monsieur Lomax, si je ne me trompe, a prononcé récemment un discours sur la plus grande Angleterre et sur nos colonies d'Afrique. J'y rencontrai un vieil ami à moi, monsieur James McGrath. George Lomax bondit sur sa chaise avec une exclamation étouffée. À la suite de l'entretien que j'eus avec lui, il me chargea d'une petite commission en Angleterre, qu'il préférait ne pas exécuter lui-même. Comme le ticket était déjà acheté à son nom, je voyageais en qualité de James McGrath. Je me demande si cela est un agissement contre la loi. Le surintendant Battle me le dira sûrement et me mettra à l'amende ou en prison par la même occasion. Veuillez continuer votre histoire, sir, dit le surintendant Battle, dont l'impassibilité semblait cacher un sourire. Arrivé à Londres, je descendis au Ritz, toujours sous le nom de James McGrath. J'étais chargé de remettre à une maison d'édition certains manuscrits. Mais avant d'avoir pu le faire, je reçus la visite de représentants de 2 partis politiques d'un royaume étranger. Les méthodes de l'un étaient strictement correctes, mais celles de l'autre ne l'étaient pas. Je tâchai de leur rendre l'appareil. Mais la nuit même de mon arrivée, un des domestiques de l'hôtel s'introduisit dans ma chambre et tenta de me dévaliser. La police n'en a pas été avisée, dit le surintendant Battle. En effet, comme rien n'a pu être dérobé, j'ai préféré, d'accord avec le gérant, passer cet incident sous silence. Le gérant vous confirmera mon récit et vous dira que le domestique en question s'est enfui. Le lendemain, les éditeurs m'ont téléphoné et m'ont proposé de m'envoyer un de leurs employés afin que je lui remette le manuscrit. J'ai consenti et le manuscrit a été remis le lendemain matin au dit employé. Comme je n'en ai plus entendu parler, je suppose que les éditeurs sont heureusement en possession du manuscrit. Hier, toujours sous le nom de James McGrath, j'ai reçu une lettre de M. George Lomax. Anthony s'arrêta, il commençait à s'amuser. George rougit. Oui, murmura-t-il, je m'en souviens maintenant. Vous savez, quand on a une correspondance si volumineuse, d'ailleurs les noms étaient différents, je ne pouvais vraiment pas savoir. Ici, M. George Lomax, sûr de sa moralité inattaquable, éleva la voix. Je me permets de vous déclarer à ce sujet, monsieur Cade, que je considère cette mascarade comme hautement inconvenante. Vous n'avez pas le droit de vous approprier le nom d'autrui, et j'estime que vous méritez une réprimande sévère, sinon un châtiment au nom de la justice. Dans cette lettre, continua tranquillement Cade, M. Lomax faisait allusion au manuscrit qu'il croyait encore en ma possession. Il me transmettait également une invitation de la part de Lord Caterham de passer le week-end à Chimneys. « Enchanté de vous voir, mon cher, dit le marquis. Mieux vaut tard que jamais.
Georges, scandalisé, fronça les sourcils. Le surintendant Battle fixa son œil impassible sur Anthony. « C'est ce qui explique votre présence ici hier soir, sœur » demanda-t-il. « Jamais de la vie » s'exclama Anthony. « Quand je suis invité pour un week-end à la campagne, je n'ai pas l'habitude d'escalader le mur, de me glisser à travers le parc et d'essayer d'ouvrir les fenêtres au rez-de-chaussée. J'entre par la grande porte et j'essuie mes pieds sur le paillasson. L'invitation de Lord Caterham, quelque aimable et tentante qu'elle me parut, j'ai été obligé de refuser, parce que j'avais déjà remis le manuscrit aux éditeurs. C'est ce que j'ai écrit à M. Lomax. Mais après avoir expédié ma réponse, je me suis rappelé autre chose. » Il arrêta un instant. Le moment critique était venu. « Il faut vous dire qu'au cours de ma lutte nocturne avec le domestique du Ritz, Giuseppe, ce dernier a laissé échapper un bout de papier sur lequel étaient griffonnés quelques mots. Je n'y avais rien compris, mais l'invitation de passer le week-end à Chimneys me les rappela et éclaircit leur sens dans une certaine mesure. Voici ce bout de papier, messieurs, voyez vous-même. Les mots que vous lisez sont Chimneys, jeudi, 11h45. Battle examina attentivement le papier. Ce mot, continua Anthony, se rapportait peut-être à la demeure de Lord Caterham, peut-être, et peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, Giuseppe était un grand brigand et un voleur, et projetait peut-être quelque attentat. Je décidai donc de venir ici pour avertir Lord Caterham d'être sur ses gardes. « Très gentil de votre part, dit Lord Caterham. Malheureusement, j'ai été retenu en ville et je n'ai pas pu arriver que très tard. J'ai donc voulu constater par moi-même, avant de me rendre le lendemain chez Lord Caterham, que tout était en ordre. J'ai fait stopper ma voiture, j'ai escaladé le mur et j'ai traversé le parc. Arrivé ici, j'ai vu la maison entière plongée dans les ténèbres et le silence. J'allais partir quand j'ai entendu une détonation. J'ai cru qu'elle venait de l'intérieur. Je suis monté en courant sur la terrasse, j'ai essayé d'ouvrir les fenêtres, mais elles étaient fermées. Aucun son ne me parvenait. J'ai attendu quelques moments, mais comme il y avait un silence de mort, j'en ai conclu que je me trompais et que ce devait être le coup de fusil d'un braconnier. Déduction naturelle dans ces circonstances. Tout ce qu'il y a de plus naturel, dit le surintendant Battle de sa voix neutre. Je suis allé à l'auberge, j'y ai dormi, et ce matin j'ai appris la nouvelle. Je me suis immédiatement rendu compte que j'étais suspect à la police, que je ne pouvais pas ne pas l'être. Et je suis venu ici en espérant qu'on ne me passerait pas encore les menottes. Pas de menottes ce matin, dit Battle, mais il y a quelque chose que je voudrais savoir. Laquelle? Qu'est-ce que ce manuscrit? Georges Lomax toussa et répondit avec dépit. Les mémoires du défunt comte Stylepitch. Comprenez-vous? Inutile de m'expliquer, dit Battle, je comprends parfaitement. Il se tourna vers Anthony. Savez-vous qui a été tué, monsieur Kate? Au joueur de football, on m'a dit que c'était un comte Stanislas. Renseignez-le, dit Battle laconiquement à Lomax. Ce dernier, bien que visiblement désireux de garder le silence, obéit. Le gentleman se trouvait incognito à Chimneys. Sous le nom de comte Stanislas était en réalité son Altesse le prince Michel de Herzoslovaquie. Anthony sifflota. « Ah, ça complique la situation, murmura-t-il. Le surintendant Battle, qui l'observait de près, se leva. « Je voudrais poser une question à M. Kate, dit-il. Puis-je l'emmener dans la salle de conseil? »« Sans doute, fit Lord Caterham. Emmenez-le où il vous plaira. » Anthony et le détective sortirent ensemble. Le corps avait été emporté, et seule une tache sombre sur le parquet rappelait la tragédie nocturne. Le soleil, entrant par les trois pièces, inondait la pièce. « Croyez-vous que c'est dans cette pièce qu'on l'a tiré ?» demanda le surintendant. « Voyons un peu. » Par la baie vitrée, Anthony sortit sur la terrasse et se tourna vers la maison. « Oui, dit-il, ça doit être ici. Elle occupe toute la façade. Si le coup avait été tiré ailleurs, je l'aurais entendu de gauche, tandis qu'en réalité, je l'ai entendu de derrière moi ou de droite. C'est pourquoi j'ai pensé à des braconniers, car, comme vous le voyez, c'est ici l'extrémité de l'aile du château. » Il rentra dans la pièce et demanda. « Pourquoi me demandez-vous cela? N'êtes-vous pas sûr qu'il ait été tué ici? » « Nous ne sommes jamais sûrs de rien, comme nous voudrions l'être, répondit le surintendant. « Vous avez dit aussi, je crois, que vous aviez essayé d'ouvrir les fenêtres. En effet, elles étaient fermées de l'intérieur. Combien de fenêtres avez-vous essayé d'ouvrir? 3. 3? Êtes-vous certain que c'est bien 3? Tout à fait certain. Pourquoi? C'est fort singulier, dit l'inspecteur. Qu'y a-t-il de singulier?
Quand le crime a été découvert ce matin, une des fenêtres, celle du milieu, n'était pas fermée. Tiens, tiens, dit Anthony en se laissant tomber dans un fauteuil et en tirant son étui à cigarette. Voilà qui présente le crime sous un aspect nouveau. Il y a 2 tentatives ou bien il a été tué par quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de la maison et qui a ouvert la fenêtre pour faire croire que c'était l'œuvre d'un étranger, la mienne peut-être. Ou bien je mens. Vous pencherez peut-être pour la dernière alternative, mais je vous donne ma parole d'honneur qu'elle est fausse. Personne ne quittera cette maison avant que je n'ai donné ma permission, déclara le surintendant. Anthony le regarda avec intérêt. Depuis quand soupçonnez-vous que le crime a été commis par quelqu'un de l'intérieur demanda-t-il. Battle sourit. J'en ai eu l'intuition depuis le commencement. La piste qui menait à vous était trop facile, trop ostentatoire. Et dès que j'ai constaté que les traces de pas étaient les vôtres, j'ai conçu des soupçons ailleurs. Mais félicitations à Scotland Yard, dit Anthony. Mais intérieurement plus que jamais, il se tenait sur ses gardes. Le surintendant Battle, qui paraissait lui faire confiance, était un détective astucieux et habile. Il ne fallait pas commettre d'imprudence. C'est là qu'il a été découvert demanda Anthony, en indiquant la tache sombre sur le parquet. Oui. Avec quoi l'a-t-on tué? Un revolver? Oui, mais nous ne saurons la marque que quand on aura retiré la balle de l'autopsie. On n'a donc pas retrouvé l'arme? Non. Aucun autre indice? Ceci. Et le surintendant Battle tira de sa poche et tendit à Anthony une feuille de papier. Ce dernier, qui se tenait à observer de près, examina le dessin tracé sur la feuille. « Tiens, fit-il, les camarades de la main rouge. Ils en ont laissé un chez moi aussi. Ils devraient la faire lithographier. Ça leur prend trop de temps de la tracer à la main. S'ils continuent à en faire usage aussi modéré. Où a-t-on trouvé celui-ci? Sous le corps. Dans quelles circonstances l'avez-vous déjà vu, sir? Anthony conta brièvement sa rencontre avec le représentant de cette association malfaisante. Croyez-vous vraisemblable, sir, demanda Battle, que ce soit les camarades de la main rouge qui aient perpétré le crime? Théoriquement, oui, c'est conforme à leur propagande, mais en pratique, je crois qu'ils parlent de sang plus qu'ils n'en versent. D'ailleurs, je ne vois pas très bien un des leurs déguisé en invité. Ils sont trop voyants, il est vrai que on ne sait jamais. Vous l'avez dit, monsieur Cade, on ne sait jamais. Anthony le regarda en souriant. Mon cher surintendant, je peux vous assurer d'une chose. Qui que je sois, je ne suis pas un agent de la main rouge. Le surintendant Battle sourit. Puis il ajouta son dernier atout. Je voudrais que vous voyiez le corps, dit-il soudainement. Avez-vous des objections? Aucune, répondit Anthony. Battle prit une clé dans sa poche, précéda Anthony dans le corridor et, s'arrêtant devant une porte, l'ouvrit. C'était un des petits salons. Le corps, recouvert d'un drap, était étendu sur la table. Le surintendant Battle attendit qu'Anthony fût à côté de lui, puis subitement souleva le drap. Anthony poussa une exclamation de surprise. En l'entendant, Battle se redressa, et d'une voix qu'il tâchait en vain cette fois de rendre complètement neutre, « Vous le connaissez donc, monsieur Cade? »« En effet, dit Anthony, se remettant de sa surprise, je l'ai vu auparavant, mais pas sous le nom de prince Michel Obolovitch. Il s'est présenté chez moi comme messager de la maison d'édition Balderson et Hodgkins, et il s'est fait appeler Monsieur Holmes. » Chapitre 13. L'invité américain. Le surintendant Battle ramena le drap sur le cadavre, avec la grimace un peu déçue de l'homme qui a joué son meilleur atout en vain. Anthony, debout, les mains dans les poches, demeurait pensif. « Je comprends maintenant, murmura-t-il, ce que voulait dire le vieux baron en parlant de recourir à d'autres moyens. »« Vous dites, monsieur Cade? »« Rien du tout, mon cher surintendant. Excusez-moi, je songeais seulement que celui dont vous avez découvert le corps m'a de son vivant très proprement dupé. Je lui ai remis ce manuscrit comme un pauvre innocent et j'ai privé ainsi donc mon ami Jimmy McGrath des 1000 livres qui lui reviennent. »« 1000 livres sont une somme rondelette, » dit Battle. « Tout n'est peut-être pas perdu. Si je réussis à mettre la main sur les mémoires de feu Stylepitch, avant mardi prochain, je gagnerai encore la partie. Voudriez-vous m'accompagner encore une fois à la salle de conseil, monsieur Cade? Il y a quelque chose encore dont j'aimerais vous parler. » De retour dans la salle de conseil, le détective s'approcha de la fenêtre du milieu. « J'ai réfléchi, monsieur Cade. Cette fenêtre est très difficile à ouvrir. Le crochet est, je crois, légèrement rouillé.
Vous vous êtes peut-être trompé en croyant qu'il était tiré. La fenêtre était simplement fermée sans être verrouillée, je pense. Je suis presque sûr que vous vous êtes trompé. Anthony le regarda longuement. Et si je disais que je suis certain, au contraire, de ne pas m'être trompé? Une erreur n'est-elle toujours pas possible? Anthony sourit. Puisque vous y tenez tellement, surintendant, je dirai pour vous faire plaisir que je crois m'être trompé. Je vois que vous me comprenez, sœur. J'espère donc que vous le direz dans notre entourage, à un moment opportun, mais sans y insister trop, n'est-ce pas? Entendu, Il s'interrompit. Battle l'avait empoigné par le bras et s'était penché en avant comme pour l'écouter. Imposant d'un geste le silence à Anthony, il s'approcha de la porte sur la pointe des pieds et l'ouvrit soudain toute grande. Sur le seuil se trouvait un homme de grande taille avec les cheveux noirs bien lissés, une raie au milieu, une figure large et placide et des yeux bleus faïence candides comme ceux d'un enfant. « Pardon, messieurs, dit-il d'une voix traînante avec un accent américain très prononcé. Est-il permis d'inspecter les lieux du crime? Je crois parler à des fonctionnaires de Scotland Yard. Je n'ai pas cet honneur, dit Anthony, mais le surintendant Battle que voici est en effet un des chefs de Scotland Yard. Enchanté de vous connaître, dit avec empressement le gentleman américain. Permettez-moi de me présenter. Hiram P. Fish, de New York. Que désirez-vous voir, monsieur Fish? Demanda le détective. L'Américain s'approcha de la tache sombre qui déshonorait le parquet de la salle du conseil, et la considéra avec intérêt. La criminologie, monsieur Battle, est une de mes passions. J'ai même fait une monographie récemment sur la dégénérescence et le crime. Il promena sur la pièce un regard circulaire qui parut s'attacher un peu plus longtemps à la fenêtre. Quel magnifique portrait il y a dans cette salle, murmura-t-il. Quelques belles toiles, un Holbein, un Van Dyck, et même, si je ne me trompe, un Velasquez. Je m'intéresse beaucoup à la peinture, et plus encore aux autographes. C'est pour me permettre d'admirer sa collection d'autographes que Lord Caterham a eu l'amabilité de m'inviter. Il soupira. Hélas, les circonstances ne s'y prêtent guère. Décemment, il faudrait que nous prenions congé. Au contraire, dit le surintendant Battle, il faut rester. Personne ne doit quitter la maison avant l'enquête. Tiens, et quand aura-t-elle lieu? Peut-être demain, peut-être lundi. Il faut procéder à l'autopsie et consulter le coroner. Dans ces circonstances, dit M. Fish, le week-end ne sera pas gai. Battle s'approcha de la fenêtre. Partons, messieurs. Nous gardons encore cette pièce fermée à clé. Il laissa passer les deux autres, tourna la clé dans la serrure et la mit dans sa poche. Je suppose, dit M. Fish, que vous cherchez des empreintes digitales. Et aussi des traces de pas. Par un temps aussi humide, un intrus aurait dû en laisser. C'est ce qu'il a fait, dit Battle. Sur la terrasse, nous avons retrouvé des traces de pas. Les miennes, expliqua gaiement Anthony. Les yeux candides de M. Fish s'arrêtèrent sur lui. Jeune homme, dit-il, vous me surprenez. Ils traversèrent le couloir et entrèrent dans le grand hall boisé de chêne, comme la salle de conseil, et surmonté d'un balcon. À l'autre bout du hall, ils aperçurent deux silhouettes. Ah, fit M. Fish. Voici l'aimable marquis. Cette définition convenait si mal à Lord Caterham qu'Anthony détourna pour dissimuler un sourire. Et avec lui, continua l'Américain, la dame dont je n'ai pas saisi le nom hier soir quand on me l'a présentée. Elle est charmante, charmante en vérité. Lord Caterham était accompagné de Virginie Revel. Anthony s'attendait à cette rencontre, mais sans savoir encore l'attitude qu'il allait adopter. Il se fiait à la présence d'esprit de Virginie, peut-être jugerait-elle utile de faire mine de ne pas le connaître. Mais elle le détrompa à ce sujet. « Tiens, monsieur Kate, s'écria Virginie en lui tendant les deux mains. « Alors, vous avez quand même décidé de venir? Je suis bien contente. » « Ma chère madame Ravel, je ne me doutais pas que monsieur Kate était un de vos amis, » s'exclama Lord Caterham. « Un très vieil ami, » dit Virginie avec un sourire malicieux. « Je l'ai rencontré hier à Londres, tout à fait par hasard, et je lui ai dit que j'irais le soir à Chimneys. » Anthony se montra un digne partenaire de la charmante comédie. « J'ai expliqué à madame Ravel, dit-il, que j'avais été obligé de refuser votre aimable invitation, puisqu'elle avait été adressée en réalité à mon ami Jimmy McGrath, dont je m'étais approprié le nom pour quelques jours, et il me semblait par trop incorrect d'abuser de votre hospitalité sous un faux nom. Allons, allons, mon cher, dit Lord Caterham. Tout cela est de l'histoire ancienne, n'en parlons plus. Je vais faire prendre vos bagages aux joueurs de cricket.
Vous êtes trop aimable, Lord Caterham, mais... Pas de mais. Il faut que vous veniez à Chimneys. Vous n'allez pas rester dans cette affreuse auberge, voyons. Ce n'est pas un endroit pour vous. Mais oui, monsieur Cade, il faut que vous veniez ici, dit doucement Virginie. Anthony se rendit compte que l'atmosphère avait changé du tout au tout. Déjà, Virginie avait beaucoup fait en sa faveur. Il n'était plus un étranger suspect, mais un ami de la charmante Madame Revel. La situation de celle-ci était tellement inattaquable, tellement au-dessus de tout soupçon, qu'il lui suffisait de favoriser quelqu'un pour que ce quelqu'un devînt immédiatement un intime. Il songea au revolver niché dans le creux du chêne de Burnham Beeches et au cadavre de Giuseppe dans le fossé et sourit. Dans les circonstances actuelles, dit Lord Caterham à Anthony, nous ne pouvons décemment pas organiser une partie de chasse. C'est vraiment dommage, sans parler de M. Isaac Stein que Lomax m'a imposé et dont je ne sais que faire. Quelle affaire! Le pauvre père d'Angleterre soupira profondément. Puisque vous êtes désormais à Chimneys, monsieur Cade, fit Virginie, commencez par vous rendre utile. Emmenez-moi faire un tour en canot sur le lac. Là-bas, au moins, on n'entendra pas parler de crime. Pauvre Lord Caterham, un assassinat dans sa maison. C'est vraiment pour lui une épreuve terrible. Mais je vous assure, mon cher Lord Caterham, que ce n'est pas la faute de George. Si, c'est de sa faute, dit sombrement Lord Caterham. Je n'aurais pas dû l'écouter. Impossible de ne pas l'écouter quand il vous retient par le pan du veston ou du par-dessus. Heureusement que je ne serai plus seul à supporter son éloquence, déclara le lord. Je suis bien content que vous veniez chez nous, Kate. J'ai besoin d'un soutien. J'apprécie infiniment votre bienveillance, Lord Caterham, fit Anthony. Et il ajouta en souriant, je l'apprécie même d'autant plus que je n'ai pas encore cessé d'être suspect. Mais le fait que je vienne à Chimneys servira grandement le surintendant Battle. En quel sens, sir? Demanda ce dernier. Il vous sera plus facile de me surveiller, expliqua doucement Anthony. Et l'involontaire battement de cils du détective lui montra qu'il avait frappé juste. Chapitre 14. Finances et politique. Seul ce battement de cils à peine perceptible avait trahi durant une fraction de seconde le surintendant Battle, dont la physionomie demeurait toujours impassible. Si la scène qui venait d'avoir lieu entre Virginie Revel et Anthony Cade l'avait surpris, il ne le montra pas. Lui, Lord Caterham et M. Fish suivirent du regard les deux jeunes gens qui descendaient dans le parc. « Charmant garçon, dit Lord Caterham. Quelle bonne surprise pour Madame Revel de rencontrer un vieil ami, murmura l'Américain. Il y a longtemps qu'ils se connaissent, je pense. On le dirait, répondit Lord Caterham. Mais elle nous en a jamais parlé. À propos, Battle, Monsieur Lomax vous réclame, il est dans le salon bleu. Battle trouva sans difficulté le chemin du salon bleu. Il connaissait déjà la topographie de la maison. Ah, vous voilà enfin, Battle, dit Lomax. Il marchait impatiemment, de long en large. Devant la cheminée était assis un homme de grande taille, très correctement vêtu, mais portant néanmoins une sorte de marque exotique, ineffaçable. Ses grands yeux noirs, dont son visage blême, étaient aussi impénétrables que ceux d'un cobra. Il avait un grand nez aquilin et une mâchoire carrée puissante. « Entrez, Battle, dit Lomax d'un ton irrité. Et fermez la porte derrière vous. Monsieur Isaac Stein, je vous présente le surintendant Battle. » Battle s'inclina respectueusement. Bien que George Lomax marchât de long en large et par là, et que le grand financier lui restât tranquille et silencieux, dans son coin, Battle savait fort bien lequel d'entre eux représentait le pouvoir réel. Maintenant, dit Lomax, on peut parler plus librement que devant Lord Caterham et le colonel Melrose. Comprenez-vous, Battle, il ne faut pas faire courir de bruit. Malheureusement, il court quand même, murmura Battle. Un soupçon de sourire parut pour un instant sur le visage blême du financier. Que pensez-vous de cet Anthony Cade? Demanda Lomax. Le croyez-vous innocent? Battle haussa légèrement les épaules. Son récit paraît vraisemblable. Nous pouvons en vérifier au moins une partie. Et je télégraphierai naturellement en Afrique du Sud pour me renseigner sur ses antécédents. Il n'est donc ni coupable ni complice. Battle leva sa main large et carrée. Pas si vite, sir, je n'ai rien dit. Vous-même, surintendant Battle, que pensez-vous du crime? Demanda Isaac Stein. Sa voix était profonde et veloutée, riche en modulation. Elle l'avait bien servi jadis aux séances des comités financiers. Il est trop tôt pour penser, monsieur Isaac Stein. J'en suis encore à me poser la première question. Laquelle? La raison du crime. Qui pouvait avoir intérêt à la mort du prince Michel?
De parti révolutionnaire, Erzoslovaque, commença Lomax. Battle balaya cette objection d'un geste plus respectueux que d'ordinaire. Non, non, sœur, ce n'étaient pas les camarades de la main rouge. Mais le papier avec le fameux dessin, la main sanglante, on l'a laissé exprès pour égarer nos soupçons. Je ne comprends pas, Battle. Comment pouvez-vous vous permettre d'affirmer cela aussi péremptoirement s'exclama Georges Lomax offensé. Voyons, monsieur Lomax, rendez-vous compte. Nous veillons sur le prince Michel depuis qu'il est en Angleterre, et nous n'avons jamais permis à un révolutionnaire de l'approcher. Nous savons tout sur la main rouge, c'est élémentaire. Nous ne serions pas la police si nous n'étions pas renseignés sur les organisations secrètes. Je suis d'accord avec le surintendant, dit Isaac Stein. Nous devons chercher le meurtrier ailleurs. Voyez-vous, sœur, dit Battle encouragé par cet appui, nous ne savons pas encore qui a gagné grâce à la mort du prince, mais nous savons qui a perdu. C'est-à-dire demanda Isaac Stein en fixant sur lui des yeux de cobra. C'est-à-dire vous-même et M. Lomax, sans parler du parti royaliste erzoslovaque. Passez-moi le mot, sœur, vous êtes dans le pétrin. Battle s'exclama Georges Lomax, profondément choqué. Continuez, Battle, dit Isaac Stein. Dans le pétrin est le mot. Nous y sommes, en effet. Vous êtes un homme intelligent. Vous avez perdu votre roi, continua Battle, et vous avez besoin d'un autre, ce qui n'est pas facile à trouver. Je n'ai pas besoin des détails de vos projets, mais je suppose qu'il y a de gros intérêts. Très gros, confirma Isaac Stein. Voilà qui m'emmène à ma deuxième question. Qui est maintenant l'héritier du trône de Erzoslovaquie? Isaac Stein regarda Lomax. Ce dernier répondit après quelques instants d'hésitation. Eh bien, c'est le prince Nicolas. Ah, fit Battle. Et qui est-il? Un cousin germain du prince Michel. Et où se trouve-t-il actuellement? En Amérique, si je me trompe. Ou du moins, il y était encore récemment. Le prince Nicolas a toujours agi de la façon la moins conforme à son rang et à sa situation. Il fréquentait des républicains et des socialistes. Il a été exclu d'Oxford pour une escapade folle, je ne sais plus laquelle. Un bruit sur sa mort survenue au Congo a circulé il y a quelques années, mais c'était une fausse alerte. Il a reparu en Amérique il y a à peine quelques mois, quand on a commencé à parler de la restauration en Erzoslovaquie. En Amérique? Dit Battle. Mais ce sont, si je me trompe, des financiers américains qui convoitent les concessions sur les pétroles. Isaac Stein fit un signe de tête affirmatif. En effet, et le prince Nicolas leur a expliqué que si les Erzoslovaques voulaient de nouveau un roi, il préférerait un prince aux idées modernes et démocratiques, c'est-à-dire lui-même, à un réactionnaire invétéré comme son cousin, pour compenser l'appui politique et financier que lui prêtait l'Amérique. Il était prêt à accorder à un groupe de financiers américains les concessions sur les pétroles. Le surintendant Battle se départit de sa réserve habituelle pour siffloter doucement. Tiens, murmura-t-il. Maintenant je comprends. Les Américains avaient leurs prétendants, vous aviez le vôtre. Mais le parti royaliste erzoslovaque vous soutenait, et vous étiez sûr du succès. Et voilà que, tout à coup... Voyons, vous ne croyez sérieusement pas que... commença Lomax. Monsieur Isaac Stein a dit que de gros intérêts étaient en jeu, interrompit Battle. Et si monsieur Isaac Stein dit qu'ils sont gros, c'est qu'ils le sont. On réussit toujours à trouver des instruments dociles, sans se salir les mains soi-même, dit calmement le financier. Pour le moment, Wall Street a gagné, mais il rira bien qui rira le dernier. Ouvrez l'œil, Battle. Il y a une chose dont nous devons faire état, dit le détective. Il paraît que le roi Victor est en Angleterre. Le roi Victor, répéta Lomax. Le fameux voleur de bijoux français. La sûreté nous a avertis. Je m'en souviens maintenant, s'exclama Georges. Le roi Victor, mais c'est l'homme qui... Il s'interrompit. Isaac Stein, qui avait du flair, se leva. Vous n'avez plus besoin de moi, Lomax, n'est-ce pas? Non, mon cher, je vous remercie. Puis-je retourner à Londres, Battle? Malheureusement, non, sœur, dit courtoisement le surintendant. Si vous partez, d'autres voudront partir aussi, et nous voulons qu'ils restent. Bon, je resterai donc pour le week-end, bien qu'il n'y ait plus de traité à conclure. Et le grand financier sortit. Quel homme, murmura Lomax. En effet, c'est une personnalité puissante, constata Battle. Georges se mit de nouveau à marcher de long en large. Ce que vous dites là m'inquiète terriblement, commença-t-il.
Le roi Victor, je le croyais en prison. Il en est sorti il y a quelques mois. La police française, bien entendu, le surveille de près. Malgré cela, il a réussi à filer. On ne sait au juste où, mais on a des raisons de croire qu'il est en Angleterre. Qu'y ferait-il? C'est à vous de le savoir, sœur, dit le surintendant d'un ton significatif. Vous le croyez? Vous pensez que le défunt Lord Caterham m'avait conté toute l'histoire en détail? Quelle catastrophe! Et comme Georges Lomax suffoquait chercher le mot, Battle lui souffla obligeamment. Le col Ainur. Chut, Battle, pas si haut. Si vous voulez en parler, dites simplement le cas. Et au fait, pourquoi en parler? Vous ne croyez pas que le roi Victor trempe dans ce crime-ci? Qui sait, il y a une possibilité. Rappelez-vous, sœur, que le visiteur royal a pu cacher le cas dans 4 endroits, dont l'un est Chimneys. Le roi Victor a été arrêté à Paris 3 jours après la disparition du cas. Nous n'avons jamais cessé d'espérer qu'un jour, il nous mettrait sur la piste du diamant. Mais on a fouillé Chimneys des dizaines de fois. Les perquisitions les plus minutieuses manquent souvent leur but. Il est possible que le roi Victor soit venu lui-même chercher le joyau, qu'il ait été surpris par le prince Michel et qu'il l'ait tué. Ce n'est qu'une hypothèse, contredite d'ailleurs par le fait que, jusqu'à présent, le roi Victor n'a jamais versé de sang. C'est un voleur, mais pas un assassin. Bah, un criminel dangereux peut devenir un meurtrier d'un moment à l'autre. Ne croyez pas cela, monsieur Lomax. Ces gens restent presque toujours fidèles à leurs principes. Néanmoins, j'aimerais poser quelques questions au valet du prince. Voulez-vous avoir l'obligeance, sœur, de le faire venir? Lomax sonna et donna des instructions à Treadwell. Quelques minutes après, un homme de stature gigantesque, aux cheveux blonds, aux yeux bleus profondément enfoncés, aux pommettes saillantes, entra dans le salon. Vous vous nommez Boris Anchokov? Oui. Vous étiez le valet de chambre du prince Michel? Oui, j'étais le serviteur de son Altesse. L'homme parlait l'anglais assez bien, mais avec un fort accent étranger. Vous savez que votre maître a été assassiné? En réponse, Boris poussa un grognement de fauve. Georges Lomax se retira prudemment à l'autre pièce. Quand avez-vous vu votre maître pour la dernière fois? Son Altesse s'est couchée à 10h30. J'ai dormi, comme toujours, devant sa porte. Il a dû sortir par l'autre porte, celle qui donne sur le couloir. Ou peut-être ai-je été drogué. Je suis un mauvais serviteur, j'ai dormi pendant que mon maître veillait. Mais je le vengerai, je le jure. Je découvrirai son assassin, et je lui enfoncerai mon couteau dans le cœur. Mais auparavant, je le ferai souffrir, le maudit. Je lui couperai les oreilles, le nez, les doigts, je lui crèverai les yeux. Haletant, il fixa d'un regard farouche les 2 Anglais sidérés, puis leur tournant le dos, rejoignit en 2 bonds la porte et disparut. « Quelle race de brigands, ces Herzoslovaques » murmura Lomax en s'essuyant le front. « Si cet homme n'est pas sincère, remarqua le surintendant Battle, il est le bluffeur le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Mais je le crois franc, et dans ce cas, si vraiment il met la main sur le meurtrier du prince, que Dieu lui pardonne. » Chapitre 15. Le français. Virginie et Anthony suivirent le sentier qui conduisait au lac. Pendant quelques minutes, ils gardèrent le silence. Finalement, Virginie prit la parole et, avec un petit rire, « J'ai tant de choses à vous dire et à vous faire dire que je ne sais pas par où commencer. Avant tout, elle baissa la voix, qu'avez-vous fait du cadavre? Mon Dieu, quelle horrible question! Je ne croyais jamais que je tremperais aussi profondément dans un crime. En effet, ça doit être pour vous une sensation nouvelle. Et pour vous? Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais eu jusqu'à présent à disposer d'un cadavre. » Et Anthony lui conta brièvement ses exploits de la veille. « Bravo, dit Virginie. Je reprendrai la malle et la consigne de Paddington quand je rentrerai. Mais si on vous demande ce que vous avez fait hier soir, j'expliquerai que je me suis attardé à louer une voiture pour aller à Chimneys et que je me suis égaré en route. Personne ne pensera à faire un rapprochement entre moi et la découverte d'un cadavre dans un fossé sur une route tout à fait différente. Les médecins ne sont pas des magiciens. Ils ne pourront certainement pas établir le moment exact de sa mort. D'ailleurs, on n'a dû le trouver que très tard, car il n'y a rien là-dessus dans les journaux du matin. Non, je ne crains rien de ce côté-là. Il me faut plutôt songer à un alibi pour la nuit. Oui, Lord Caterham m'en a parlé, mais il paraît que le bonhomme de Scotland Yard est sûr de votre innocence. Il le dit, répliqua lentement Anthony, mais tout ce que dit le surintendant Battle n'est pas bon à croire.
Il y a bien des choses qu'il ne dit pas. Pour le moment, il est frappé par le manque apparent de motifs. Apparent? S'écria Virginie. Dites plutôt réel. Quelle raison auriez-vous pu avoir de tuer un comte étranger absolument inconnu? Anthony la regarda. Vous avez séjourné en Erzoslovaquie, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Oui, j'y ai passé 2 ans avec mon mari, qui était chargé d'affaires à la légation. Avez-vous connu le prince Michel Obolovitch? Commandant, le plus antipathique des don Juan balkaniques. Il m'a proposé de l'épouser morganatiquement. Et qu'avez-vous répondu à cette charmante proposition? Pas tout à fait ce que j'aurais voulu, car il fallait être diplomate, mais j'ai réussi à lui faire honte quand même, à ce petit prince. Dites-moi, pourquoi il vous intéresse? Parce que le comte Stanislas, qui vient d'être assassiné à Chimneys, était en réalité le prince Michel. Virginie poussa une exclamation. Et vous croyez qu'il s'est retiré si tôt le soir parce qu'il préférait ne pas me voir? Parfaitement. Voyez-vous, si vraiment on voulait à tout prix vous empêcher de venir cette fois à Chimneys, c'est parce que vous connaissiez la Herzoslovaquie. Vous rendez-vous compte que vous êtes la seule qui ait connu personnellement le prince Michel. Et vous en déduisez? J'en déduis que vous feriez bien de jeter un coup d'œil sur le cadavre. La chambre est fermée, je sais, mais Lord Caterham l'ouvrira pour moi, si je le lui demande. Voyons, monsieur Kate, pourquoi cette mesure? Croyez-vous que l'homme assassiné est un imposteur? C'est possible. Heureusement que nous avons le moyen de nous assurer maintenant. Il a été tué à minuit moins le quart, dit Virginie pensive. L'heure marquée sur le bout de papier de Giuseppe. C'est terriblement compliqué et mystérieux. Cela me rappelle autre chose. Dites-moi, cette fenêtre au premier étage, l'avant-dernière à l'extrémité de la maison, est celle de votre chambre? Non, ma chambre est dans l'autre aile du château. Pourquoi? Parce qu'à minuit, quand j'étais sur le point de quitter la maison, après avoir entendu la détonation, j'ai vu cette fenêtre s'éclairer tout à coup, pendant quelques instants. Ah! Je questionnerai Chiffonnette pour savoir qui occupe cette chambre. Peut-être la personne en question a-t-elle entendu la détonation? Dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle rien dit? J'ai d'ailleurs appris par Battle que personne dans la maison n'avait entendu la détonation. Ils étaient arrivés au lac. Anthony détacha le canot. Sur l'eau, dit-il, nous serons à l'abri des agents de Scotland Yard, des invités américains et des domestiques curieux. Lord Caterham m'a vaguement expliqué votre histoire, dit Virginie. Mais il s'est un peu embrouillé. Dites-moi tout. Et d'abord, qui êtes-vous en réalité, Anthony Cade ou Jimmy McGrath? Pour la première fois ce jour-là, Anthony conta l'histoire des dernières 6 semaines de sa vie, cette fois sans omission. Il relata, pour finir, comment il avait reconnu M. Holmes dans le cadavre du prince Michel. « À propos, madame Revel, finit-il, je ne vous ai pas encore remercié pour votre pieux mensonge. Me voilà classé comme un vieil ami. »« Mais vous l'êtes, s'écria Virginie. Croyez-vous que je vous ai chargé d'un cadavre pour dire ensuite que je ne vous le connaissais pas? Pourquoi, demanda-t-il, avez-vous paru si surprise hier quand j'ai mentionné le nom de Jimmy McGrath? L'aviez-vous déjà entendu? Oui, Sherlock Holmes, je l'avais entendu. George, mon cousin, George Lomax, vous connaissez déjà, était venu la veille me proposer une chose niaise, comme lui seul peut en imaginer. Il s'agissait de venir passer le week-end à Chimneys et de mettre en œuvre tout mon charme pour éblouir un certain McGrath et lui extorquer les mémoires. Évidemment, George ne m'a pas dit cela, comme je vous le répète. Il me l'a servi avec une sauce de sa fabrication, en énonçant des tas de bêtises sur la distinction de la lady anglaise et la nécessité de gagner nos coloniaux à la juste cause. J'ai tellement plaisanté qu'il a pris peur et qu'il a essayé de se débarrasser de moi, mais il était trop tard. Quoi qu'il en soit, son projet s'est réalisé, remarqua Anthony. Me voilà à Chimneys, moi qu'il prenait pour James McGrath, et vous voilà effectivement en train de me séduire. Oui, mais les mémoires, perdues pour ce pauvre Georges. À propos de documents, moi aussi je veux vous poser une question. Quand je vous ai dit que je n'avais pas écrit les lettres compromettantes, vous m'avez répondu que vous en étiez sûr. D'où vient cette certitude, s'il vous plaît? Il suffit d'être tant soit peu psychologue pour comprendre qu'une femme comme vous ne s'abaisse pas à aimer en cachette et à se laisser intimider par n'importe qui. La Virginie révèle des lettres, vivez dans une peur atroce. Jamais vous n'auriez vécu comme cela. On vous sent trop droite et trop franche. Je me demande où elle est et ce qu'elle fait, cette pauvre Virginie Revel. J'ai la sensation d'avoir un double quelque part.
Anthony alluma une cigarette. « Savez-vous qu'une de ces lettres était datée de Chimneys ?» demanda-t-il. « Quoi ?» Virginie se redressa. « Ce n'est pas possible. Quand a-t-elle été écrite ? Il y a quelques années, je suppose, mais la date exacte n'y était pas. Curieux, n'est-ce pas ? Je suis sûre et certaine, Monsieur Kate, qu'il n'y a jamais eu d'autre Virginie Revel en visite à Chimneys. Lord Caterham ou Chiffonnette m'aurait parlé de cette coïncidence. Oui, c'est très singulier. Savez-vous, Madame Revel, que je commence à ne plus croire en cette autre Virginie Revel. Elle paraît un peu fantastique, murmura Virginie. Tout à fait fantastique même. Je commence à penser que la personne qui vous a écrit ces lettres les a signées exprès de votre nom. Mais pourquoi ? S'exclama Virginie. Pourquoi ? C'est bien ce qu'il s'agit de trouver. Il nous faut découvrir le pourquoi de pas mal de choses. Mettons-nous à l'œuvre, dit Virginie. Je vois Lord Caterham et Chiffonnette qui se promènent au bord du lac. Il faut avant tout établir si le mort est le prince Michel ou un imposteur. Anthony rama vers le rivage, et quelques minutes plus tard, ils rejoignirent Lord Caterham et sa fille. Le déjeuner est en retard, dit le marquis mélancoliquement. Les fonctionnaires de Scotland Yard ont sûrement terrorisé le cuisinier. Chiffonnette, je vous présente mon ami, Monsieur Kate, dit Virginie. Soyez gentil pour lui. Chiffonnette regarda gravement Anthony pendant quelques instants, puis s'adressant à Virginie comme si le jeune homme n'était pas présent. Où trouvez-vous des cavaliers d'allure aussi chevaleresque, Virginie ? Vous avez de la chance. Prenez-le, dit généreusement Virginie. Je préfère Lord Caterham. Elle glissa son bras sous celui du gentilhomme flatté et partit avec lui. Parlez-vous, Monsieur Kate ? demanda Chiffonnette. Ou bien vous vous contentez d'être l'homme fort, bronzé et silencieux ? Ah si, je parle, se récria Anthony. Non seulement je parle, mais encore je pose des questions. Par exemple ? Par exemple, qui occupe l'avant-dernière chambre à gauche de l'extrémité de cette aile du château ? Quelle question singulière ! Vous m'intriguez. Cette chambre est celle de mademoiselle Brun, la gouvernante française de mes deux petites sœurs, Chiffon et Griffon, d'insupportables gamines. Y a-t-il longtemps que mademoiselle Brun occupe ce poste ? Bientôt 2 mois. Êtes-vous détective, Monsieur Kate ? Je regrette que vous ne soyez plus l'étranger suspect pour lequel l'on vous prenait tous d'abord. J'ai toujours eu envie de faire connaissance d'un assassin. Nous n'avons jamais eu de meurtre dans cette maison, auparavant. C'est plus passionnant qu'un roman policier. Dieu, qu'est-ce encore ? Anthony tourna la tête et vit arriver un taxi dont descendirent un homme âgé, chauve, portant une barbe noire majestueuse, et un autre, plus jeune, au visage barré d'une moustache de jet. Si je ne me trompe, remarqua Anthony, c'est mon vieil ami le baron Lopré, bref, le baron. Ah oui, ce matin j'ai expédié une dépêche de la part de Lomax à un baron Renzo-Slovaque au nom Abracadabran. Je suis sûr qu'on m'obligera à l'entretenir tout l'après-midi, et j'ai déjà dû passer ma matinée avec Isaac Stein. Peste soit de Lomax et de ses invités politiques. Excusez-moi, Monsieur Kate, je dois courir au secours de mon pauvre père qui aura 2 personnages à subir. Chiffonnette retourna en hâte vers la maison. Anthony la suivit du regard. Il allait lui aussi quitter le rivage, lorsqu'il entendit un bruit léger derrière le débarcadère. Il s'en approcha vivement sur la pointe des pieds et aperçut un homme agenouillé dans l'herbe qui se leva précipitamment. Il était grand, maigre, âgé d'une 30aine d'années, peut-être plus. Il avait une barbiche noire, portait un lorgnon et semblait assez respectable. « Que faites-vous là » demanda Anthony. Sûr que ce n'était pas là un invité de Lord Caterham. « Pardon, monsieur, dit l'homme avec un accent français très marqué. Je voudrais retourner à l'auberge des joueurs de cricket et je me suis égaré. Quel chemin dois-je suivre ? Contournez le lac et là-bas, juste au milieu, vous trouverez un sentier. Ça vous y mènera directement. Ici, c'est une propriété privée. Excusez-moi, mais je ne connais pas du tout cette région. Vous êtes bien aimable, monsieur. Je vous remercie. De rien. J'espère que vous ne vous êtes pas refroidi. Pardon, monsieur. On s'enrhume si facilement en s'agenouillant sur le sol humide. Je crois que je vous ai entendu éternuer. Faites attention, soignez-vous. Bonjour, monsieur. Et Anthony s'éloigna en songeant. 2e étranger suspect à l'auberge du village. Qui peut-il être ? On le prendrait pour un voyageur de commerce français. Une gouvernante française occupe l'avant-dernière chambre à gauche. Un Français mystérieux rôde dans le parc. Singulière coïncidence. Sur la terrasse, Anthony rencontra Lord Caterham, plus mélancolique que jamais,
et flanqué de ses deux nouveaux invités. À la vue d'Anthony, sa physionomie s'éclaircit. « Ah, vous voilà, dit-il, je vous présente au baron et au capitaine Odrassi, monsieur Anthony Cade. » Le baron fixa sur Anthony un regard soupçonneux. « Monsieur Cade ?» dit-il froidement. « Dites plutôt monsieur Magrath. »« Quelques mots en particulier, baron. Je vous expliquerai tout. » Le baron s'inclina, et les deux hommes descendirent dans le jardin. « Baron, dit Anthony, je dois vous avouer que je me suis présenté à vous pour la première fois sous un nom qui n'était pas le mien, en exécutant la commission dont était chargé mon ami Magrath. J'ai cru devoir m'approprier son nom. Vous admettrez que le délit n'est pas grave. L'homme que vous vouliez voir était celui qui avait en sa possession les mémoires. J'étais cet homme. Je ne le suis plus. Vous ne le savez que trop bien. Un truc très adroit, baron, très adroit. Son Altesse elle-même en avait eu l'idée, et elle a insisté pour l'exécuter en personne. En vrai comédien, dit Anthony avec admiration, je n'aurais jamais songé à prendre ce Holmes pour un étranger. Le prince a été élevé en Angleterre, expliqua le baron. C'est la coutume en Erzoslovaquie. Puis-je vous demander, sans indiscrétion, ce que sont devenues les mémoires? Entre gentlemen, commença le baron. Trop aimable baron, de ma vie je n'ai jamais été appelé gentleman aussi fréquemment que dans le courant de ces 48 heures. Pour répondre à votre question, monsieur Cade, je crois que ces mémoires ont été brûlées. Vous le croyez? Mais vous n'en êtes pas sûr. Son Altesse les a gardées. Elle avait l'intention de les lire et ensuite de les brûler. Vous savez, les réminiscences du comte Stylepitch n'étaient pas une de ces vies romancées qu'on parcourt en une demi-heure. On ne les a pas retrouvées parmi les effets de mon pauvre maître. Je les crois donc brûlées. Je vous pose ces questions, baron, parce que je suis moi-même, comme on a dû vous l'expliquer, indirectement mêlé au crime. Il faut que je me libère de tout soupçon. Votre honneur l'exige, dit le baron. C'est cela, vous exprimez fort bien ce genre de choses. Vous comprenez donc que j'ai intérêt à découvrir le véritable assassin, et que cette question des mémoires est très importante. Peut-être n'a-t-on tué le prince que pour s'en emparer. Je dois vous avertir, baron, que j'ai toujours l'intention de les remettre aux éditeurs mardi prochain, 13 octobre. Mais puisque vous ne les avez plus, nous sommes aujourd'hui vendredi, j'ai encore 5 jours. Mais s'ils sont brûlés, j'ai de bonnes raisons pour ne pas le croire. Une silhouette massive s'avança vers eux. Anthony, qui n'avait pas encore vu le grand Isaac Stein, le considéra avec intérêt. « Ah, baron, fit le financier sans lâcher le gros cigare qu'il fumait. Quelle affaire, quelle mauvaise affaire. Mon cher monsieur Isaac Stein, s'écria le baron, mon pauvre ami, tout notre noble édifice de pétrole et de royauté est en ruine. Anthony se retira discrètement, laissant les deux gentlemen à leur lamentation. Il passa devant une haie d'ifs et vit une mince spirale de fumée en sortir soudain. Il se retourna vivement. Isaac Stein et le baron lui tournaient le dos. Lord Caterham et le capitaine Odrassi avaient quitté la terrasse. Il se baissa et se fraya péniblement un chemin à travers la haie, ou plutôt à travers la moitié de la haie, car juste au milieu serpentait un étroit sentier. L'entrée se trouvait à l'autre bout. Il n'y avait là rien de mystérieux. On trouvait souvent de ces doubles haies dans les jardins. Mais vue de la terrasse, celle-ci n'en faisait qu'une seule. On ne se serait jamais douté qu'il y avait un espace au milieu. Entre les ifs taillés sur une chaise basse, un cigare à moitié éteint, entre les doigts, un gentleman semblait dormir. Songea Anthony. Monsieur Hiram Fish doit aimer se reposer dans l'ombre. Décidément, Chimneys est plein de surprises. Les haies d'ifs, les débarcadères. Quand on a quelque chose à se dire, il vaut mieux ne le faire qu'au milieu du lac. Chapitre 16. Une tasse de thé chez la gouvernante. Le déjeuner est servi, milord, annonça Treadwell. Enfin, dit Lord Caterham en retrouvant son sourire. À cet instant, 2 jeunes personnes âgées de 10 ou 12 ans firent irruption dans le hall et exécutèrent, devant les invités, une sorte de danse indienne. C'étaient Chiffon et Griffon, les 2 filles cadettes du marquis. « Que faites-vous là, toutes les 2 ?»« Où est mademoiselle ?» demanda leur aîné, horrifié. « Elle a la migraine, la migraine, la migraine » chantonna Chiffon. « Hurrah, on est libre » ajouta triomphalement Griffon. « Décidément, murmura Anthony, mademoiselle est invisible. Mais je réussirai à la voir quand même. » Virginie, qui descendait à l'instant, s'approcha de lui, prenant son bras pour entrer dans la salle à manger, chuchota. « Votre supposition n'était pas fondée. Le cadavre est celui du prince Michel. »« Oh,
fit Anthony, profondément chagriné. Le déjeuner fut une dure épreuve. Même la gaieté de Chiffonnette ne réussit pas à donner de l'entrain à l'assemblée hétérogène. Le baron et Audracy étaient corrects et solennels, comme s'ils déjeunaient dans un mausolée. Lord Caterham était léthargique et déprimé. Bill Eversley lançait des regards langoureux et nostalgiques à Virginie. George, plein d'un tact surhumain, conversait tantôt avec le baron, tantôt avec M. Isaac Stein. Chiffon et Griffon, folles de joie d'avoir eu un assassinat dans leur maison et d'être provisoirement libérés de leur gouvernante, lançaient des remarques déplacées. M. Hiram Fish mastiquait interminablement. Le surintendant Battle avait disparu on ne sait où. « Dieu merci que ce soit fini », murmura Chiffonnette à Anthony quand ils se levèrent. « George emmène les gentlemen étrangers chez lui pour tout l'après-midi. Ils y discuteront des secrets d'État. »« Ça nous permettra de parler entre nous, » répondit Anthony. « Pourquoi regardez-vous Virginie en disant cela ?»« Mais non, je la regarde pas. »« Si, vous la regardez. D'ailleurs, tout le monde la regarde. Ce n'est pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait qui attire les gens. Ce n'est même pas sa figure. C'est un je ne sais quoi. Mais, pour le moment, détournez vos regards. Elle m'a demandé d'être gentil pour vous, et je le serai, de force s'il le faut. Inutile, je suis prêt à accepter votre gentillesse avec reconnaissance. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préférerais que vous soyez gentil sur l'eau, dans un canot. »« L'idée n'est pas mauvaise, » dit Chiffonnette. Ils descendirent vers le lac, et lorsqu'ils se furent un peu éloignés du rivage, Anthony, tout en ramant doucement, demanda. « Lady Eileen, j'aimerais vous poser une question. »« Sur quelle chambre du château voulez-vous être renseignée » demanda patiemment Chiffonnette. « Aucune, mais je voudrais savoir d'où vous vient cette gouvernante française. »« D'une agence, tout simplement. Je la paye 100 livres par an. Son prénom est Geneviève, et elle arrive plus ou moins à mater Chiffon et Griffon. Autre renseignement désiré ? A-t-elle des références ? Bien entendu. De tout premier ordre. Elle a passé 10 ans chez la comtesse de machin-chose. La comtesse de Breteuil, château de Breteuil, Dinard. Avez-vous vu la comtesse elle-même ou tout s'est-il passé par correspondance ? Par correspondance. Fit Anthony. Vous m'intriguez, monsieur Cade. Pourquoi cet intérêt pour mademoiselle Brun ? Amour ou crime ? Probablement ni l'un ni l'autre. Rien qu'une fausse supposition, n'en parlons plus. N'en parlons plus, dit-il négligemment après m'avoir extorqué tous les renseignements qu'il lui fallait. Monsieur Cade, qui soupçonnez-vous dans les romans ? On soupçonne toujours le personnage le moins susceptible d'avoir commis le crime. Dans ce cas, je soupçonne Bill Eversley. Pourquoi pas vous-même ? Des aristocrates anglais alliés aux camarades de la Main Rouge, quel titre pour un article sensationnel ! Anthony se mit à rire. Chiffonnette l'amusait, bien qu'il craignît un peu sa perspicacité malicieuse. « Prenez garde aux gammes, dit-elle. Voyez, elles guettent notre retour sur le débarcadère. Si vous ne vous esquivez pas à temps, vous tomberez dans leurs griffes. Je ne demande pas mieux, j'adore les enfants. Je pourrais leur apprendre un jeu bien sage, tranquille et intellectuel. » Il fut reçu par des acclamations. « Savez-vous jouer aux Indiens » demanda sévèrement Chiffon. « Et comment » fit fièrement Anthony. « Je sais hurler comme pas un, quand on me scalpe. » Il poussa un hurlement inhumain. « Pas mal » dit Griffon. « Savez-vous pousser le cri de guerre » Anthony se distingua encore une fois. L'instant d'après, les buissons retentissaient de clameurs sauvages. M. Cade jouait aux Indiens avec ses nouvelles amies. 1 heure plus tard, ils étaient devenus si intimes qu'ils décidèrent de prendre le thé ensemble dans l'appartement de ces demoiselles. La gouvernante, surprise par cette intrusion, fit contre mauvaise fortune bon cœur. Anthony crut même sentir qu'elle n'était pas fâchée de bavarder avec un jeune homme présentable. Mais hélas, son physique ne correspondait pas le moins du monde à l'image de l'aventurière qui s'était formée dans son esprit. Mademoiselle Brun était petite, maigre, fagotée autant qu'on pouvait l'être, avec un visage hâve, des cheveux grisonnants et un soupçon de moustache. « J'ai fait de nouveau fausse route, » soupira par lui Anthony. Néanmoins, il tint son rôle jusqu'au bout et charma mademoiselle par son amabilité et les élèves de son entrain. En sortant de l'appartement des enfants, il alla retrouver le surintendant Battle et lui déclara sans préambule. « Battle, j'ai besoin de faire un petit voyage, est-ce possible ?» Fidèle à ses principes, le surintendant ne manifesta ni surprise ni émotion. Sa réponse fut calme, comme toujours.
Cela dépend, sœur, de l'endroit où vous désirez vous rendre. Je désire aller à Dinard, au château de la comtesse de Breteuil. Quand, monsieur Kate? Mettons demain, après l'enquête. Je pourrais être de retour dimanche soir. Je vois, dit le surintendant avec son flegme habituel. Eh bien, pour ma part, je n'ai rien contre ce projet à condition que vous alliez où vous dites et que vous en reveniez directement et immédiatement. Battle, vous êtes admirable. Me donnez-vous cette autorisation par astuce diabolique ou par sympathie solennelle? Battle sourit. Vous m'avez fait une impression favorable, monsieur Kate. À l'encontre de certains de mes collègues, j'aime avoir à mes côtés un détective amateur, surtout quand il a accès à une intimité où le policier, malgré son expérience, ne pourrait jamais pénétrer. Si vous pouvez m'aider dans cette affaire, tant mieux. Car c'est dans ce but, je suppose, que vous allez à Dinard. Vous l'avez deviné, mais il y a plusieurs questions qui me tourmentent particulièrement. Par exemple, qui succède au prince Michel comme héritier du trône? Le surintendant Battle eut un petit sourire sec. Tiens, vous y avez songé aussi, c'est son cousin, le prince Nicolas Obolovitch. Et où se trouve-t-il en ce moment? Demanda Anthony en se détournant pour allumer une cigarette. Ne dites pas que vous ne savez pas, Battle, parce que je ne vous croirai pas. Nous avons des raisons de croire qu'il se trouve aux États-Unis, du moins, il y était tout récemment, et il avait réussi à y obtenir de l'argent. Anthony poussa une exclamation d'étonnement. Puis, après avoir réfléchi quelques instants, je crois comprendre la combinaison. Michel était soutenu par les Anglais, Nicolas par les Américains. Dans ces deux pays, il y avait des financiers désireux d'obtenir les concessions sur les pétroles. Le parti royaliste a adopté pour candidat Michel. Maintenant qu'il est mort, ils doivent en chercher un autre. Nicolas a des espérances, et Jacques Stein et Lomax grincent des dents. Wall Street jubile. Pas mal, dit le surintendant Battle. Pas mal pour un détective amateur. Continuez dans le même esprit, monsieur Kate. Ce soir-là, au moment où Anthony, retiré dans la jolie chambre que lui avait destinée la maîtresse de maison, allait se coucher. On frappa à la porte et on ouvrit sans attendre la réponse. Un homme de haute taille, aux larges épaules, aux pommettes saillantes, aux yeux rêveurs et fanatiques, était debout sur le seuil. « Qui diable êtes-vous » demanda Anthony stupéfait. « Boris Anchoukov. »« De valet de chambre du prince Michel ?»« Oui, j'ai servi mon maître. Il est mort. Maintenant, c'est vous que je sers. »« Vous êtes bien bon, dit Anthony, mais je n'ai pas besoin d'un domestique. C'est vous maintenant qui êtes mon maître. Je vous servirai fidèlement. »« Mais voyons, comprenez-moi bien, mon ami, il m'est impossible de vous prendre à mon service. Je ne puis me payer le luxe d'engager un valet de chambre. » Boris le regarda avec un soupçon de mépris. « Je ne vous demande pas d'argent. J'ai servi mon maître. Je vous servirai aussi, jusqu'à la mort. » Il salua profondément Anthony et disparut aussi soudainement qu'il était entré. Anthony, sidéré, le regarda partir. « Incroyable, murmura-t-il. Quel colosse cet homme! Un grand chien fidèle, un flair véritablement canin. » Et se déshabillant machinalement, il grommela. « Voilà un serviteur gratuit qui pour le moment risque plutôt de me desservir. » Chapitre 17. Aventure nocturne. L'enquête eut lieu le lendemain matin. Elle ne ressemblait pas le moins du monde aux enquêtes décrites dans les romans policiers. Elle omit si délicatement de poser la moindre question épineuse que même Georges Lomax en fut satisfait. Le surintendant Battle, le coroner et le chef comptable travaillèrent avec une discrétion sans pareille. Immédiatement après l'enquête, Anthony partit. Son départ fut la seule éclaircie de la journée pour Bill Eversley. Georges Lomax, obsédé par la crainte d'une indiscrétion susceptible de nuire aux affaires étrangères et d'entraver sa carrière, avait été insupportable. Toute la journée, Bill avait dû porter et rapporter d'interminables messages, déchiffrer des télégrammes et écouter les discours de son patron. Samedi soir, quand il se coucha, il était exténué, sombre et révolté. Non seulement Lomax l'avait fait travailler toute la journée, sans lui laisser la possibilité de parler à Virginie, mais cette dernière avait passé le plus clair de son temps à causer et à canoter avec ce quidam des colonies. Dieu merci, il était enfin parti, et lui, Bill, tâcherait demain de rattraper le temps perdu. Sur cette pensée consolante, il s'endormit et rêva que Virginie lui avait accordé sa main. Le mariage allait être célébré dans 5 minutes, mais horreur, il s'apercevait qu'il portait un pyjama. Il essayait de s'échapper pour changer de costume, mais Virginie le retenait par le bras et, le secouant de plus en plus fort, criait « Bill! Oh Bill! Réveillez-vous!
Levez-vous. Entr'ouvrant les yeux, Bill se rendit compte qu'il se trouvait dans sa chambre à coucher de Chimneys. Mais son rêve, en partie du moins, était vrai. Virginie, penchée sur lui, répétait « Réveillez-vous, Bill, pour l'amour de Dieu, réveillez-vous !»« Hein? Quoi ?» fit Bill en se redressant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Virginie poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci, je croyais que vous ne vous réveillerez jamais. Bill, il se passe quelque chose d'extraordinaire. »« Quoi donc ?»« Eh bien, comme un fait exprès, je ne pouvais pas m'endormir. Et tout à coup, j'ai cru entendre au-dessus de ma chambre un glissement de pas et le bruit d'une porte qu'on ouvrait doucement. Je suis descendu et j'ai regardé dans le trou de la serrure. Ce que j'ai vu était si singulier que j'ai envie d'en savoir davantage. Mais je sens que j'aimerais auparavant avoir à mes côtés un brave garçon solide et vigoureux, vous en un mot. Fit Bill, vous voulez donc que j'aille me battre avec ces brigands? Ce ne sont pas des brigands, ce sont... Mais ne perdons pas de temps, en paroles. Levez-vous vite, Bill, plus vite que ça. Laissez-moi le temps au moins de mettre mes souliers et une robe de chambre. Quel joli peignoir vous avez, Virginie. Ce n'est pas le moment de me faire la cour, Bill, dépêchez-vous. Bill saisit le tisonnier, arme menaçante, et tous deux se glissèrent dans le couloir et descendirent l'escalier. « Chut !» murmura Virginie. « Qu'on ne nous entende pas dans la salle du conseil, Bill. Expliquez-moi pourquoi les voleurs enlèvent une à une les pièces de l'armure du mannequin. Probablement parce qu'ils ne peuvent pas l'emporter tel quel. Ils le disloquent pour l'emballer ensuite. » Virginie secoua la tête. « Pourquoi volerait-il une vieille armure rouillée quand Chimneys est pleine de trésors beaucoup plus faciles à emporter, ne se fût-ce que les tableaux. »« Combien sont-ils » demanda Bill en serrant son tisonnier dans son poing. « Je n'ai pas pu le voir à travers le trou de la serrure. D'ailleurs, ils n'ont naturellement pas éclairé. Ils n'avaient qu'une lampe de poche. » Bill et Virginie se glissèrent silencieusement le long du mur et s'arrêtèrent devant la porte de chêne massif. Ils n'entendirent rien, mais une lueur illumina soudain le trou de la serrure. Bill s'agenouilla et appliqua son œil contre l'orifice. De vagues silhouettes dont il distinguait à peine les contours se dressaient près du mur, sous le portrait de Holbein. Un instant encore, et elles disparurent de son champ visuel. Il entendit un léger bruit, comme si on frappait doucement contre la boiserie. Bill se leva et chuchota. « Écoutez-moi, Virginie, nous ouvrirons la porte aussi doucement que possible. Vous savez où est le commutateur? »« Oui, à côté de la porte. »« Restez-y, la main sur le bouton. »« Moi, j'entrerai. Je crois qu'il y en a que deux, un seul peut-être. Impossible de distinguer parce qu'ils ont dirigé la lumière sur l'endroit qui les intéresse, l'armure ou la boiserie, que sais-je, et qu'eux-mêmes sont dans l'obscurité. Quand je vous crierai « Allez !» vous allumerez l'électricité. Compris? Oui. Et surtout, ne criez pas et ne vous évanouissez pas. Personne ne vous fera du mal. Je m'en charge. Jeune héros, murmura Virginie. Gonflé d'orgueil, Bill appuya doucement sur la poignée de la porte. Elle céda sans bruit. Bill sentait Virginie étroitement pressée contre lui. Ils entrèrent ensemble à pas de loup. À l'autre bout de la salle, un rayon de lumière éclairait le portrait de Holbein. Silhouetté sur ce fond, clair obscur, apparaissait l'ombre d'un homme qui, debout sur sa chaise, leur tournait le dos. Il était en train de tapoter doucement le cadre du tableau. À cet instant, Bill accrocha une chaise. L'homme se retourna brusquement, dirigeant sur eux la lanterne dont la lumière subite les aveugla. Bill n'hésita pas. « Allez !» cria-t-il à Virginie. Et il se lança sur l'homme, tandis que Virginie appuyait docilement sur le commutateur. Mais au lieu d'être inondée de lumière, la salle resta dans l'obscurité. On n'entendit que le petit bruit sec du commutateur. Bill poussa un juron formidable. L'instant d'après, des halètements, des grognements, des râles remplirent l'air. La lanterne tombée à terre s'était éteinte. Virginie sentait la lutte désespérée des deux hommes dans l'obscurité. Y en avait-il d'autres encore dans les ténèbres? Que faire? Désobéissant aux instructions de Bill, elle se mit à pousser des cris perçants. Elle entendit des portes s'ouvrir au-dessus et un rayon de lumière pénétrer du hall et de l'escalier. Si seulement Bill pouvait tenir jusqu'à ce qu'on lui vînt en aide. Mais tout à coup, terrifiée, elle entendit un fracas épouvantable. Ils avaient dû heurter une des armures car elle s'écroula avec un tapage assourdissant. Virginie entrevit vaguement une silhouette s'élançant vers la fenêtre et entendit Bill pousser des jurons et se débarrasser des pièces de l'armure tombées sur lui. Pour la première fois, elle quitta son poste et s'élança sauvagement à la poursuite du fuyard. Mais la fenêtre n'était pas fermée. L'intrus n'avait eu qu'à ouvrir la croisée sans le moindre effort
et a sauté sur la terrasse. Elle sauta aussi, et elle aperçut qu'il descendait au galop l'escalier. Elle galopa à sa suite, jeune, sportive et entraînée. Elle aurait peut-être rejoint si elle n'était pas tombée tout à coup dans les bras d'un homme sorti d'une petite porte du rez-de-chaussée. Il la retint énergiquement et ne la remit en liberté qu'après l'avoir reconnue. « Diable !» s'écria-t-il. « C'est madame Revel, je vous demande bien pardon. Je vous prenais pour une criminelle voulant échapper à la justice. » C'était M. Hiram Fish. « Il vient de passer par là !» s'exclama Virginie haletante, tâchant de le rattraper. Mais déjà elle savait que ce serait inutile. L'homme maintenant avait disparu dans le parc et la nuit était noire comme l'enfer. Ils revinrent dans la salle du conseil. Elle était vide. Sur le seuil se tenaient Lord Caterham, Chiffonnette et les domestiques effrayés. « Que diable se passe-t-il » demanda Chiffonnette. « Des voleurs ? Que diable faites-vous là avec Monsieur Fish, Virginie ? Une promenade nocturne ?» Virginie conta brièvement ce qui venait de se passer. « Ça devient passionnant, fit Chiffonnette. Un assassinat et un vol la même semaine. Et pourquoi l'électricité ne fonctionne-t-elle pas ? Il n'y a de panne nulle part. » Ce mystère fut facilement expliqué. On avait tout simplement dévissé les lampes. Elles gisaient près du mur. Montant sur une échelle, Treadwell, majestueux, même en pyjama, fit la lumière. « Si je ne me trompe, » dit de sa voix triste Lord Caterham, en jetant un regard circulaire, « cette salle a été le lieu d'une activité quelque peu violente. En effet, le plancher était couvert de pièces d'armure disloquées, de chaises renversées et de débris de vases en porcelaine. Un seul, je crois, dit Virginie, bien que... » Elle s'arrêta, se rappelant qu'elle avait cru entendre un vague bruissement quelque part dans la salle. Peut-être le deuxième s'était-il échappé par la porte, ou peut-être ce bruit avait-il été un résultat de son imagination surexcitée. Bill, pantelant, apparut à la fenêtre. « Maudite canaille !» s'exclama-t-il, furieux. « J'ai couru partout, pas de trace du fuyard. Il a réussi à s'échapper. »« Ne vous tourmentez pas, Bill, » dit Virginie. « Vous aurez plus de chance la prochaine fois. »« Et que ferons-nous maintenant » demanda Lord Caterham. « Je crois qu'il ne nous reste qu'à nous coucher. À cette heure-ci, je ne vais pas faire venir la police. Treadwell, vous savez sûrement ce qu'il faut faire. Veuillez-y. »« Bien, milord. » Avec un soupir de soulagement, Lord Caterham battit en retraite. « Il a de la chance, Isaac Stein, » soupira-t-il avec envie. « Tout ce potin aurait dû le réveiller. Mais non, il dort comme une marmotte. Et vous, monsieur Fish, vous avez été réveillé en sursaut, comme nous tous ?» Il jeta un regard sur l'Américain. « Tiens, vous avez même pris le temps de vous vêtir. »« J'ai enfilé en hâte mes vêtements, répondit-il. « Vous avez bien fait, dit Lord Caterham. J'ai horriblement froid dans mon pyjama. Je sens que je vais m'enrhumer. » Il bâilla et tout de suite, à sa suite de sa seigneurie, tous allèrent se coucher. Chapitre 18. Nouvelle aventure nocturne. Lorsque Anthony, le lendemain après-midi, descendit du train, la première personne qu'il aperçut sur le quai fut le surintendant Battle. Il éclata de rire. « Je reviens comme convenu, dit-il. Êtes-vous venu vous en assurer ?» Battle secoua la tête. « J'ai confiance en vous, monsieur Kate. Je suis là parce que je vais à Londres. »« Tiens, je me demande ce que vous allez y faire. » Le détective ne répondit pas. « Vous êtes bon causeur, Battle, dit Anthony. Vous aimez bavarder. C'est ce qui me plaît en vous. » L'ombre d'un sourire parut sur la physionomie impassible de Battle. « Et vous-même, monsieur Cade, avez-vous eu du succès à Dinard ?»« Aucun, Battle. Pour la deuxième fois, j'ai suivi une fausse piste. Décidément, je ne me distingue pas comme détective amateur. Quel était votre but, sir, sans indiscrétion ?»« Je soupçonnais la gouvernante française, Battle. Primo, parce que j'avais aperçu sa fenêtre illuminée la nuit du crime. Secondo, parce que j'avais vu un Français suspect espionner Chimneys. Vous l'avez déjà repéré, je suppose. L'homme qui se fait appeler Monsieur Shells et qui est descendu à l'auberge des joueurs de cricket, un représentant en soirée. Ça doit être lui, en effet. Qu'en pense Scotland Yard ? Il a certainement agi de façon à éveiller les soupçons, répondit Battle impassible. Et quels soupçons ? J'ai donc supposé que la gouvernante française était secrètement alliée à son compatriote. Et après avoir appris de Lady Eileen qu'elle n'avait engagé mademoiselle Brun qu'il y a 2 mois, je me suis rendu chez son ancienne employeuse, la comtesse de Breteuil. Mais j'ai eu tort, Battle. Au lieu d'apprendre, comme je m'y attendais, qu'une mademoiselle Brun n'avait jamais existé, je me suis laissé dire qu'elle avait été la main droite de la comtesse pendant 10 ans. Je dois avouer que mes soupçons étaient déjà diminués de beaucoup lors de ma rencontre personnelle avec cette digne pédagogue. Elle a le type de la gouvernante. Battle hocha la tête. Cela ne prouve rien, monsieur Cade.
Les femmes peuvent entièrement changer d'allure grâce à un maquillage habile. J'ai vu un jour une jolie fille teindre ses cheveux, se faire un fond de teint livide, rougir légèrement les paupières et mettre des vêtements démodés. 9 sur 10 de ses connaissances ne l'auraient pas reconnue. Les hommes ont la tâche plus difficile, mais on peut changer la ligne des sourcils. Et puis, il y a les fausses dents qui transforment entièrement l'expression. Néanmoins, il reste les oreilles. Impossible de changer les oreilles, Monsieur Kate. Ne regardez donc pas les miennes, Battle, vous me faites peur. Je ne parle pas de fausses barbes et de maquillage vulgaire, continua le surintendant. C'est bon pour les romans. Il y a bien peu d'hommes qui aient réellement le génie du déguisement. Un d'eux est le roi Victor. Connaissez-vous le roi Victor, Monsieur Kate? Cette question fut posée avec tant de soudaineté et de brutalité qu'Anthony retint les mots qui lui montaient aux lèvres. Et après avoir réfléchi un instant, il dit lentement. Le roi Victor. Oui, je crois avoir entendu ce nom. Un des plus célèbres voleurs de bijoux du monde. De père irlandais et de mère française. Parle au moins 5 langues, a fait 7 ans de prison, mais il est sorti il y a quelques mois. Et où est-il maintenant? C'est ce que nous aimerions savoir, Monsieur Kate. Peut-être nous fera-t-il l'honneur de surgir ici. Mais s'il ne s'intéresse qu'aux bijoux, des mémoires politiques ne l'attireront pas. On ne sait jamais, Monsieur Kate. Peut-être est-il déjà là. Déguisé en laquais? Bravo! Vous le reconnaîtrez grâce à ses oreilles et vous vous couvrirez de gloire. Pas facile, Monsieur Kate, de découvrir l'identité d'un homme. À propos, que pensez-vous de l'affaire de Staines? Staines? Que s'est-il passé à Staines? C'était relaté dans les journaux, vous ne les avez pas lus? On a trouvé, dans un fossé, le cadavre d'un homme tué par balle de revolver. Ce n'est pas un suicide? Non, l'arme n'y était plus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore identifié la victime. Cette affaire semble vous intéresser. Se rattache-t-elle à l'assassinat du prince Michel? Anthony souriait calmement. Le regard du surintendant Battle était rivé à lui. « J'espère que non, dit Battle. C'est une véritable épidémie. » Le train de Londres entra en gare et le surintendant appela un porteur. Avec un soupir de soulagement, Anthony s'éloigna. Pensif, il traversa le parc de Chimneys et prit un sentier de traverse pour s'approcher de la maison du même côté que lors de la fameuse nuit de jeudi. Les yeux fixés sur les fenêtres du premier étage, il s'aperçut qu'au loin, de la maison, il y avait un petit renforcement percé d'une fenêtre. De l'endroit où il était, cette fenêtre-là était la dernière à l'extrémité de la façade. Celle immédiatement au-dessus, de la salle du conseil, était l'avant-dernière, et celle de mademoiselle Brun n'était plus que l'avant-avant-dernière. Mais il suffisait de faire quelques pas à droite pour que le renforcement devint invisible et que l'on comptât la fenêtre de la gouvernante comme l'avant-dernière. Où se trouvait-il donc exactement quand la fenêtre avait été éclairée? Il essaya de s'en souvenir, mais c'était impossible. La différence était insignifiante. Quoi qu'il en fût, il était fort possible que la fenêtre qu'il avait vue, illuminée, fût non pas celle de mademoiselle Brun, mais celle de son voisin. Qui était-il? Anthony décida de la prendre plus tôt. La chance lui sourit, car le premier qu'il rencontra dans le hall fut Treadwell, et il était seul. « Bonjour, Treadwell, dit Anthony. Pourriez-vous me dire quelque chose? Qui occupe la 3e chambre au premier? » En comptant à partir de l'extrémité de la façade au-dessus de la salle du conseil. Treadwell réfléchit quelques instants. « C'est le gentleman américain, Sir Fish. »« Ah, merci, Treadwell. »« De rien, sir. » Treadwell s'apprêta à sortir, mais posant un instant, car le désir d'être le premier à raconter une nouvelle rend humain même les maîtres d'hôtel majestueux. « Avez-vous entendu parler, sir, de ce qui s'est passé cette nuit? »« Mais non, que s'est-il passé? »« Une tentative de vol, sir. »« Mais pas possible. A-t-on emporté quelque chose? » Heureusement non, sir. Les voleurs étaient en train d'enlever une à une les pièces de l'armure du mannequin dans la salle du conseil, quand ils ont été surpris en flagrant délit. Mais ils ont réussi à s'échapper. De nouveau la salle du conseil? Et comment y sont-ils entrés? On pense qu'ils ont forcé la fenêtre, sir. Content d'avoir intéressé Anthony, Treadwell s'apprêta de nouveau à sortir, mais heurta de front M. Isaac Stein. « Je vous demande pardon, sir. Je ne vous avais pas vu entrer. »« Il n'y a pas de mal, mon brave, il n'y a pas de mal. » Treadwell se retira avec une expression de mépris souverain pour ce parvenu qu'il appelait mon brave. Isaac Stein se laissa tomber dans un fauteuil. « Tiens, Kate, vous revoilà. On vous a déjà dit ce qui s'est passé? Un week-end excitant, n'est-ce pas? Trop excitant même.
Pourquoi nous retient-on encore ici? L'enquête est terminée depuis hier. Le cadavre du prince sera transporté ce soir à Londres et l'on annoncera qu'il est mort d'une crise cardiaque. Et cependant, on ne nous laisse pas encore partir. Monsieur Lomax n'en sait pas plus long que moi. Il me dit de m'adresser au surintendant Battle. Battle doit avoir un plan, dit Anthony pensif. Et ce plan exige notre présence à tous. Mais vous-même, monsieur Kate, vous venez de faire un voyage. Avec un fil à la patte. Je suis certain d'avoir été filé de la première à la dernière minute. Si j'avais été le coupable, et si j'avais eu à me débarrasser du revolver, j'en aurais pas eu la possibilité. Ah oui, le revolver, dit Isaac Stein. On ne l'a pas retrouvé, je crois. Pas encore. Peut-être le meurtrier, en s'enfuyant, l'a-t-il jeté dans le lac. C'est possible. Où est le surintendant Battle? J'aimerais lui parler. Je viens de le rencontrer à la gare. Il est allé à Londres. Vraiment? Le ton d'Isaac Stein était presque menaçant. Et quand revient-il? Demain matin, je crois. Virginie entra en compagnie de Lord Caterham et de M. Fish. Elle sourit à Anthony. Nous revoilà, monsieur Kate. Vous a-t-on déjà conté notre aventure nocturne? Figurez-vous, monsieur Kate, dit M. Hiram Fish, que j'ai pris Madame Revel pour un des coupables. Et pendant ce temps, le coupable a pris la poudre d'escampette, termina tristement M. Fish. Après le thé, Anthony et Virginie en compagnie de Bill, qui luttait vaillamment contre ce qu'il appelait à part lui l'invasion coloniale, descendirent vers le lac et, une fois de plus, décidèrent que pour parler confidentiellement, on était le mieux sur l'eau, loin du rivage. Bill et Virginie contèrent en détail leur aventure à Anthony Kate. Singulière affaire, opina celui-ci. Et qu'en pensez-vous, madame Revel? Je pense, répondit-elle vivement, que ce n'était sûrement pas des voleurs, du moins pas des voleurs ordinaires. Ils cherchaient quelque chose qu'ils croyaient caché sous l'armure du mannequin. Mais pourquoi frapper contre la boiserie? Y aurait-il un escalier secret? Je vais le demander à Lord Caterham. Ce n'était sûrement pas les mémoires qu'il cherchait, dit Anthony. C'est un énorme paquet impossible à dissimuler aussi facilement. Ça doit être un objet plus petit. George doit le savoir, murmura Virginie. Je me demande si je peux le lui extorquer. J'ai toujours senti qu'il y avait dans cette affaire des dessous qu'on nous cachait. Vous dites qu'il n'y a qu'un seul homme, poursuivit Anthony. Néanmoins, il y en avait peut-être un deuxième, puisque vous avez cru entendre un bruissement près de la porte, au moment où vous vous élanciez vers la fenêtre. Je n'en jurerai pas, c'était peut-être mon imagination. Peut-être et peut-être pas. Dans le deuxième cas, cette autre personne doit demeurer dans la maison. Il y a une chose qui m'étonne. Laquelle? La rapidité avec laquelle M. Hiram Fish revêt son complet avec col-cravate, etc., au moment où les autres entendent crier au secours, accourent en pyjama et en robe de chambre. Et j'y ai déjà pensé, fit Virginie. Et M. Isaac Stein, qui dort comme une marmotte, sans entendre tout ce tapage, n'est-ce pas suspect? Il y a peut-être du herzoslovaque là-dedans, dit Bill. Ce serviteur du prince Michel a vraiment l'air d'un brigand. Chimneys regorge de gens suspects, déclara Virginie. Les autres, probablement, en disent tout autant de nous. Je regrette que le surintendant Battle soit allé à Londres. Je trouve cela stupide de sa part. À propos, monsieur Kate, j'ai vu une ou deux fois ce Français qui demeure à l'auberge rôder autour du parc. C'est une véritable course aux obstacles, soupira Anthony. On en rencontre chaque fois de nouveau. Ma foi, je viens de faire une démarche vaine. Je me suis de nouveau fourvoyé. Actuellement, voilà ce que je voudrais savoir. Les voleurs ont-ils trouvé cette nuit ce qu'ils cherchaient? Sûrement pas. Dans ce cas, je suis certain qu'ils reviendront. Ils savent, ou sauront bientôt, que Battle est à Londres. Ils courront le risque de revenir cette nuit. Vous croyez? Je l'espère, en tout cas. Formons à nous trois un petit syndicat. Eversley et moi, nous nous cacherons avec toutes les précautions nécessaires dans la salle du conseil. Et moi, interrompit Virginie. Ce n'est pas un travail de femme, déclara Bill. Soyez sage, Virginie, et ne soyez pas idiot, Bill. Je ne suis jamais sage. Je fais partie du syndicat, moi aussi. Un point, c'est tout. Après avoir établi leur plan, les membres du nouveau syndicat retournèrent dans le château. Lorsque toute la maisonnée se fut couchée, ils sortirent sans bruit de leur chambre et se glissèrent vers la salle du conseil, armés de lanternes électriques. Anthony, lui, avait un revolver. Il était certain, pour sa part, qu'on entrerait non pas par la fenêtre, mais par la porte, et que Virginie, la veille, ne s'était pas trompée en supposant qu'un des voleurs demeurait dans la maison. C'est pourquoi, tapi dans une encoignure, caché par un vieux bahut, il tenait les yeux fixés sur la porte.
Virginie était accroupie derrière un mannequin figurant un chevalier des croisades, et Bill à côté de la fenêtre. Les minutes passaient, interminables. 1 heure sonna, puis 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Les 3 conspirateurs engourdis en venaient à conclure qu'ils s'étaient trompés et que les malfaiteurs n'oseraient pas reparaître. Tout à coup, Anthony se raidit. Il avait entendu des pas sur la terrasse, un craquement léger, un grattement à la poignée de la fenêtre. Cette dernière s'ouvrit. Un homme l'enjamba et entra. Il resta immobile quelques instants, comme pour s'assurer que tout était en ordre. Puis, satisfait, il alluma sa lanterne électrique et s'approcha de la boiserie, à l'endroit même qu'il avait examiné la veille. Soudain, Bill, accroupi dans son coin, eut conscience d'une chose épouvantable. Il allait éternuer. La course nocturne de la veille, à travers le parc humide, lui avait donné le rhume. Il avait déjà éternué toute la journée. Il éternuerait maintenant. Rien au monde ne l'empêcherait d'éternuer. Faisant des efforts tragiques, Bill mordit sa lèvre supérieure, avala sa salive, rejeta la tête en arrière et regarda le plafond. Finalement, il saisit son nez entre les doigts et le pinça de toutes ses forces. En vain, il éternua. Un éternuement étouffé, étranglé, mais qui résonna distinctement dans le silence de mort. L'étranger bondit, mais au même instant Anthony allumant avec une rapidité de l'éclair sa lanterne électrique, se rua sur lui. Tous deux roulèrent par terre. « De la lumière !» cria Anthony. Virginie tourna le commutateur. Cette fois, on n'avait pas enlevé la lampe. La salle fut inondée de clarté. Anthony, haletant, maintenait sa victime en dessous de lui. Bill s'élança pour lui prêter secours. « Et maintenant, dit Anthony, voyons un peu qui vous êtes, mon garçon. » C'était l'étranger de l'auberge des joueurs de cricket. « Bien travaillé, dit une voix paisible. » Ils se retournèrent tous stupéfaits. L'épaisse silhouette du surintendant Battle se dressait sur le seuil. « Je vous croyais à Londres, surintendant, » dit Anthony. Battle cligna de l'œil. « Vraiment, sir, je me disais précisément qu'il serait bon qu'on me crût à Londres. » « Vous avez eu raison, dit Anthony en considérant son ennemi étendu sur le parquet. À sa surprise, il vit un sourire sur le visage du Français. « Puis-je me lever, messieurs » demanda-t-il. « Vous êtes 3 contre 1. » Anthony l'aida avec indulgence à se remettre sur pied. L'étranger boutonna son veston, remit son col en place et regarda Battle. « Pardon, messieurs, dit-il, mais j'ai cru comprendre que vous étiez le représentant de Scotland Yard. »« C'est exact. Dans ce cas, permettez-moi de remettre mes lettres de créance. J'aurais été mieux inspiré de le faire avant. » Il tira de sa poche plusieurs papiers qu'il remit au détective de Scotland Yard. En même temps, il lui montra un insigne épingle au revers de son veston. Battle poussa une exclamation d'étonnement, puis, après avoir soigneusement plié les papiers, il les rendit à l'étranger en s'inclinant poliment. « Je regrette, monsieur, que vous ayez été boxé, mais avouez que c'est de votre propre faute. » Et comme les autres les regardaient ahuris, il expliqua en souriant. « Je vous présente un collègue que j'attends déjà depuis quelque temps, monsieur Lemoine de la Sûreté. » Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette partie vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite et la fin du Secret de Chimneys. Prenez soin de vous. Au revoir.